Bonsoir. Jour après jour, pays après pays, la pandémie de Covid-19 continue de s'étendre. 185 pays sont touchés, plus de 1 721 000 personnes sont atteintes par la maladie, 390 000 personnes sont guéries, mais on déplore aussi plus de 105 000 morts. Les États-Unis sont le pays le plus touché au monde, avec plus de 501 000 cas et désormais davantage de décès que l'Italie, plus de 18 900. L'Europe reste l'épicentre de la pandémie avec plus de 780 000 cas et plus de 74 000 décès. L'Espagne observe un tout début de régression avec 161 900 cas et près de 16 400 morts. En Italie, l'épidémie poursuit là aussi une très lente régression avec plus de 147 600 cas et près de 18 800 décès. En France, nous sommes confrontés à une épidémie massive, meurtrière, qui a atteint, vous le savez, un niveau inégalé, qui aujourd'hui a touché plus de 93 790 cas confirmés par test PCR, soit 3 114 de plus qu'hier. Et depuis le début de l'épidémie, plus de 67 300 personnes ont dû être hospitalisées. Ce soir, avec les données de 1187 établissements de santé, nous savons que 31 320 personnes sont hospitalisées pour une infection Covid-19. En 24 heures, ce sont quand même 2044 nouvelles personnes, nouveaux malades qui sont entrés à l'hôpital. Cela représente encore une hausse, même s'il y a beaucoup de sorties, encore un solde positif de 53 malades à prendre en plus par rapport à la veille. L'épidémie reste donc toujours active. 6 883 patients graves nécessitent des soins lourds, en réanimation, en soins intensifs ou soins continus. 33% de ces patients ont moins de 60 ans, 61% entre 60 et 80 ans, et il y a encore 99 pour personnes de moins de 30 ans qui sont hospitalisées en réanimation. Au cours des dernières 24 heures, ce sont 255 nouveaux patients contre 431 hier qui ont dû être admis en réanimation. C'est encore très important. Le solde de la différence entre les entrées et les sorties, qui représente donc le nombre total de patients à prendre en charge, est pour le troisième jour consécutif négatif de 121 patients. C'était 62 de moins hier, c'est 121 patients de moins présents en réanimation aujourd'hui. C'est une nouvelle très légère diminution des besoins de place et cette éclaircie semble se confirmer et va évidemment soulager nos soignants, en particulier en réanimation. Un très haut plateau épidémique semble se dessiner, mais je vous l'ai dit, l'épidémie est active, il y a beaucoup de cas encore qui arrivent à l'hôpital. Nous devons absolument continuer à rester vigilants, mobilisés et prudents. Dans les Outre-mer, on relève 137 hospitalisations, dont 42 en réanimation. Au total, depuis le début de l'épidémie, c'est fort heureusement 23 391 personnes qui sont sorties guéries de l'hôpital. C'est un chiffre qui continue à progresser de jour en jour et auquel il faut ajouter les dizaines de milliers de personnes qui ont guéri spontanément en ville sans recours à l'hôpital. La surveillance syndromique en population, basée sur le recours aux services d'urgence ou à SOS Médecins, montre qu'hier, les services d'urgence ont accueilli 2466 passages pour suspicion de Covid. À la suite de ce passage aux urgences, 41% des patients ont été hospitalisés et 3% directement transférés en réanimation. En ce qui concerne SOS Médecins, on note 634 interventions hier pour suspicion de Covid. C'est un peu moins qu'au cours de la journée de jeudi. Cela représente désormais 12% de l'activité totale de SOS Médecins. Nous surveillons de très près la situation dans l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux. Vous savez qu'il y a un dispositif spécifique de signalement qui est mis en place depuis le 28 mars et qui continue à monter en charge. Depuis le début de l'épidémie, donc depuis le 1er mars, nous avons 35 864 cas de Covid, 11 175 confirmés et 24 689 possibles dans près de 5 200 établissements
sociaux et médico-sociaux qui participent donc à cette déclaration et à cette remontée d'informations. Tous les cas confirmés en France sont consolidés dans le total national que je vous ai donné de 93 790 cas confirmés selon Santé publique France. En ce qui concerne la mortalité hospitalière, 8 943 décès sont à déplorer depuis le 1er mars. 81% de ces décès surviennent chez des personnes de plus de 70 ans. On note 18 décès en Outre-mer, 10 en Guadeloupe, 5 en Martinique et 3 à Mayotte. Au cours des dernières 24 heures, ce sont donc 353 décès supplémentaires qui ont été enregistrés à l'hôpital. Nous déplorons par ailleurs 4 889 décès, c'est 290 de plus qu'hier, qui sont survenus en établissements sociaux et médico-sociaux depuis le début de l'épidémie, donc depuis le 1er mars. L'essentiel de ces décès est observé au sein des EHPAD, 4 779 décès et 110 ont été rapportés par des établissements médico-sociaux. Si nous faisons l'addition des décès survenus en milieu hospitalier et de ceux survenus au sein des établissements sociaux et médico-sociaux depuis le 1er mars, nous déplorons donc 13 832 décès en France en lien avec l'épidémie Covid. Et donc je redonne le chiffre des cas confirmés par Santé publique France et des tests réalisés positifs par PCR. Il s'agit bien de 93 790 cas positifs, soit 3 114 de plus qu'hier. Je ne le redirai jamais assez, surtout au cours de ce long week-end ensoleillé, c'est en restant chez vous que vous évitez des drames, c'est en restant chez vous que vous sauvez des vies. Je sais que cela fait désormais plusieurs semaines que nous faisons passer ce message et que vous subissez le confinement. Je le redis encore une fois, il ne faut pas relâcher nos efforts collectifs et je souhaiterais prendre quelques instants ce soir pour rappeler pourquoi ces mesures sont en place et pourquoi elles sont plus importantes que jamais. Comme vous le savez, les mesures de confinement, les mesures barrières, les mesures de distanciation physique au minimum d'1 mètre et de distanciation sociale en réduisant les contacts sont mises en place dans notre pays comme dans de très nombreux autres pays du monde, tout simplement pour réduire le nombre de contacts entre nous, empêcher donc la transmission du virus d'une personne à une autre. On oublie parfois qu'elles répondent toutes à cet objectif simple, casser, empêcher les chaînes de transmission, les chaînes de contamination, et donc freiner le plus possible la progression de cette épidémie. C'est pourquoi nous testons rapidement tout cas suspect, nous isolons les malades à l'hôpital ou à la maison, et pendant que collectivement nous freinons la progression de l'épidémie, nous faisons en sorte que notre système de santé hospitalier, puisse prendre en charge tous les patients qui développent des formes graves de la maladie, avec le doublement des capacités nationales de réanimation, rendu possible par la déprogrammation précoce de toutes les activités médicales et chirurgicales non urgentes, le plan blanc déclenché dans tous les établissements de santé de France, les renforts massifs en volontaires, en soignants, en médecins, et les évacuations sanitaires en très grand nombre, 650 évacuations sanitaires de malades de réanimation. Ce qui a été mis en place par l'ensemble des services de l'État est à ce titre exceptionnel. Pendant que vous restez chez vous et luttez contre la diffusion du virus, les personnels soignants, des femmes et des hommes au dévouement exemplaire, ont permis d'organiser le transfert de plusieurs centaines de patients dans un état grave depuis des zones très fortement touchées, depuis des hôpitaux saturés par l'épidémie, vers des zones moins touchées, vers des hôpitaux qui ont permis un accueil dans d'excellentes conditions. Pendant que vous restez chez vous et combattez cette maladie très contagieuse, les services hospitaliers et les services de l'État ont organisé le transfert de centaines de personnels soignants volontaires qui viennent renforcer les services de réanimation qui ont tant besoin de bras supplémentaires, mais surtout du soutien de leurs collègues. Pendant que vous restez chez vous pour éviter que l'épidémie ne se propage, nous organisons l'acheminement de matériel de réanimation, doublons nos capacités d'accueil dans les services de réanimation de 5 000 à 10 000 lits. Pendant que vous restez chez vous et que vous réalisez de magnifiques actions de proximité, de solidarité,
nous faisons en sorte que la progression de l'épidémie ne dépasse jamais la capacité de notre système de soins à accueillir et à soigner tous les malades. Alors, je voudrais remercier tous les soignants, les établissements de santé publics ou privés, tous les volontaires, toutes les femmes et tous les hommes qui rendent cela possible, avec un mot particulier de remerciement pour l'ensemble des citoyens qui restent chez eux. Je vous remercie toutes et tous et vous invite à continuer à vous protéger et à protéger vos proches, en particulier les plus fragiles d'entre nous, nos aînés, et à continuer à aider nos personnels de santé à faire le remarquable travail qu'ils accomplissent jour après jour, nuit après nuit, heure après heure. Vous pouvez aussi vous applaudir pour cela. J'ai dit hier que nous avions amorcé un très haut plateau. Si cela se confirme, c'est que nous aurons réussi cette première étape tous ensemble. Cela signifie que les mesures de confinement produisent leurs premiers effets. Mais cela reste un très haut plateau. Nos services de réanimation prennent en charge un nombre totalement exceptionnel de patients. Les admissions à l'hôpital restent très nombreuses. Les médecins de ville, les médecins spécialistes sont inquiets de la dégradation de l'état de santé de leurs patients les plus fragiles et nous déplorons malheureusement de beaucoup trop nombreux décès. Nous devons donc tout faire pour prendre en charge au mieux les malades atteints du Covid, mais aussi tous les malades non atteints du Covid, les infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, les pathologies chroniques décompensées, toutes celles et tous ceux qui ont besoin maintenant, aujourd'hui, de soins spécialisés en ville ou à l'hôpital. C'est pour cette raison qu'il est beaucoup trop tôt et absolument pas raisonnable de faire des pronostics sur l'avenir. Nous le savons tous, cette crise est inédite, cette crise est grave et elle va durer. Restons pleinement mobilisés et solidaires. Je vous remercie. 2 questions pour Le Monde. La directive de la DGS selon laquelle le port du masque pour les soignants en EHPAD n'est recommandé qu'en cas de Covid avéré ou suspecté n'a-t-elle pas favorisé la propagation du virus dans les établissements? La DGS a-t-elle fait évoluer cette directive? Depuis quand? Quelle est-elle à ce jour? Alors la directive, elle est la même depuis le début. Vous savez que les personnels de santé se protègent depuis des années en milieu de soins, en milieu hospitalier, avec des masques chirurgicaux selon les situations, notamment de transmission en gouttelette, avec des masques FFP2 quand il y a un haut risque, un acte invasif ou une pathologie transmise par voie aérienne, c'est le cas de la tuberculose. Et puis, on insiste depuis des années aussi pour le port du masque chez les malades, que ce soit à l'hôpital et en ville. Et vous savez notamment que les campagnes d'information sur la grippe ont régulièrement rappelé l'importance du port de masque pour les malades. Donc c'est la pratique que nous avions depuis plusieurs années. Sur cette épidémie de Covid, nous avons beaucoup insisté pour que les soignants se protègent et c'est pourquoi nous avons fait des efforts considérables pour réserver les masques soignants aux soignants. Et pour les EHPAD, le ministre a insisté sur cette priorité donnée aux EHPAD pour que les personnels qui travaillent en EHPAD puissent se protéger, puissent protéger les résidents par le confinement de l'EHPAD, par le confinement en chambre de tout résident, et puis surtout par la mise à disposition de ces mesures barrières, de ces masques qui peuvent servir lorsque l'on pense être porteur du virus, lorsque l'on est malade, aussi de l'importance du test rapide en EHPAD, que ce soit un personnel qui pense être malade, que ce soit un résident qui a des symptômes, pour que nous ayons en permanence un lien entre un établissement de ce type et un milieu hospitalier, entre un établissement de ce type et un laboratoire, et pour que l'accès aux tests se fasse dans les meilleures conditions. Est-il possible de connaître le nombre de personnes de plus de 65 ans ou plus largement de personnes âgées décédées du Covid à domicile? Ce chiffre peut-il être obtenu en déduisant les décès à l'hôpital des plus de 65 ans et les décès en EHPAD, nombre total de décès recensés par l'INSEE? Dans ce cas, est-il possible d'avoir ce chiffre depuis le 1er mars? Alors, là, je pense qu'il faut que j'explique comment fonctionne le recueil de mortalité en France. Tout décès survenu en France est signalé à l'état civil et en mairie. Que ce décès ait lieu à domicile, donc en ville, en établissement, en institution ou en milieu hospitalier, toutes les déclarations de décès reviennent vers la mairie, vers l'état civil et sont donc analysées par l'INSEE et par Santé publique France. Donc on va avoir une addition des décès hospitaliers, des décès survenus en institution et des décès déclarés
lors de décès en ville, à domicile, et tous ces décès sont reflétés, sont analysés par les chiffres que je vous donne régulièrement, et notamment par cet excès de mortalité signalé par l'INSEE au niveau national depuis la semaine 12 et qui progresse en semaine 13 et en semaine 14, au niveau régional avec 10 régions, je vous l'ai dit, en semaine 14 qui ont un excès de mortalité constaté. Cet excès, il correspond bien à la somme des décès hospitaliers, des décès en institution et des décès survenus à domicile. Et donc, tous ces décès font l'objet d'une déclaration individuelle et l'INSEE et Santé publique France pourront, lorsqu'ils auront accès à toutes ces données, parce que vous imaginez que ce sont des données en très grand nombre, expliquer quel est cet excès de mortalité, chez qui il est survenu, si c'est plutôt des hommes, plutôt des femmes, quel âge a la personne qui est décédée et de quoi elle est décédée, puisqu'il y a une partie qui est réservée aux médecins, qui est une partie d'information confidentielle, qui est analysée aussi. Et donc nous aurons, dans les prochaines semaines, un début d'analyse de ces causes de décès pour pouvoir mieux interpréter, parmi cet excès de mortalité, quelle est la part qui est imputable au Covid et quelle est la part qui est imputable à des causes extérieures, à d'autres causes que le Covid. Une question pour VL Média. Une étude menée par les universités de Louvain et d'Eindhoven démontre que la portée des molécules expulsées en cas de toux ou d'éternuement est plus grande lors d'un footing. La DGS recommande-t-elle d'augmenter la distance entre les joggeurs? Le port obligatoire d'un masque alternatif pour limiter les risques lors d'un footing est-il à l'étude? Alors, la DGS recommande systématiquement de respecter les distances physiques. Je suis frappé encore de voir que les gens ne respectent pas ces distances, c'est vraiment important. On a noté que dans les transmissions gouttelettes, lorsque l'on éternue, lorsque l'on tousse, effectivement, il faut être très attentif à respecter les gestes barrières, bien éternuer dans son coude, dans un mouchoir, et ne pas éternuer en plein air, puisque là, c'est là que l'on crée un risque d'aérosol. Et donc, il faut effectivement que toutes les personnes qui sortent, c'est même pas uniquement les joggeurs, mais que toutes les personnes qui sortent, et elles sont parfois nombreuses, quand elles sont dans une file d'attente, quand elles sont devant un magasin, quand elles sont devant une institution, qu'elles soient vraiment très attentives à cette distance. Quand on compare parfois les pays européens avec les pays asiatiques, on voit qu'on n'a pas exactement la même discipline. Il faut vraiment qu'on soit très attentif à laisser cette distance entre nous, que ce soit dehors, que ce soit lors d'une activité physique, mais aussi au travail, puisqu'on voit encore des gens qui n'ont pas complètement ce réflexe parce qu'ils travaillent, et tant mieux parce qu'ils sont utiles, mais vraiment, voilà, être attentif en permanence et se dire, est-ce que je respecte vraiment cette distance minimale d'1 mètre? Une question pour RTL. En mars, la mortalité à domicile, toutes causes confondues, a bondi en France par rapport à mars 2019. L'INSEE recense des pics à plus 44% pour l'Île-de-France et plus 32% pour la région Grand Est. Avez-vous une estimation de quelle est la part de ces décès à domicile dus au coronavirus? Alors, ce ne sont pas les décès à domicile. C'est là qu'il y a une erreur. Les décès qui sont déclarés à l'état civil sont tous les décès. Tout revient à l'état civil. Quand vous décédez à l'hôpital ou quand vous décédez en institution ou quand vous décédez à la maison, ça arrive forcément à la mairie. Et donc, c'est là que l'état civil recense l'ensemble des décès qui lui sont adressés. Et donc, les chiffres que l'on donne, les chiffres de l'INSEE, sont bien des mortalités toutes causes et tous lieux confondus. Il n'y a qu'un seul total national. Cette augmentation, elle est réelle. Je l'ai cité, elle est même très importante en semaine 14. Au niveau national, il y a 10 régions qui sont en excès, il y a 40 départements qui sont en excès, 7 qui le sont avec un excès exceptionnel. J'ai cité ces départements, les départements notamment franciliens. Et donc, on aura effectivement un jour la part des décès survenus à l'hôpital que je donne, ceux survenus en institution, et puis le delta qui correspond finalement aux décès en ville, à domicile. 2 questions pour Diaspora News Magazine. Qu'en est-il des essais thérapeutiques du Kaletra dans le traitement du Covid-19, produit initialement prescrit pour le traitement du VIH? Alors, c'est effectivement une démonstration que l'ensemble des molécules que l'on suspecte d'une activité, au moins in vitro, sur le coronavirus sont testées. Il y a de très nombreux essais en France, à l'international, et évidemment sur les antiviraux comme sur les antirétroviraux, puisque le Kaletra que vous citez est une molécule antirétrovirale utilisée dans le traitement du VIH. Pour l'instant, aucun essai thérapeutique en France ou dans le monde n'a démontré une efficacité confirmée d'une molécule. Nous l'attendons évidemment avec impatience, qu'il y ait une bonne nouvelle un jour sur les essais thérapeutiques, mais il faut aussi dire la vérité qu'aujourd'hui, aucune molécule n'a démontré son efficacité dans la prise en charge des patients infectés par le coronavirus. On avance vers le déconfinement et idéalement, les populations devraient porter le masque pendant plusieurs semaines.
Quelles en seront les modalités dans ce contexte? L'État envisage-t-il une mise à disposition gratuite? Alors, vous savez que l'heure n'est pas au déconfinement, c'est même peut-être encore plus au respect strict du confinement, des mesures barrières, des gestes de distanciation physique et sociale. C'est vraiment le message que je souhaite faire passer ce soir. Et donc, nous avons bien le temps de réfléchir aux modalités optimales du déconfinement, puisque aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. Et pour la raison que je vous ai citée, qui est que la pression hospitalière reste très importante. J'ai même dit que encore ce soir, il y avait un peu plus de malades en milieu hospitalier. Il commence à y avoir de plus en plus de malades qui n'ont pas le Covid, mais qui ont subi les conséquences de ce confinement prolongé, du fait qu'ils n'ont pas osé aller voir leur médecin. Et donc, je le redis ce soir, les personnes qui ont besoin d'un suivi, les personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques, doivent appeler leur médecin. Et si elles ont un rendez-vous en milieu hospitalier dans le service qui les suit, elles doivent y aller pour éviter d'avoir une aggravation de leur état. Plusieurs questions pour France Inter. Le conseil scientifique repris par votre prédécesseur William Dabe plaide pour que les personnes contagieuses, une fois sorties de l'hôpital, soient mises à l'isolement pour ne pas en contaminer d'autres. On imagine en particulier les accueillir dans les hôtels. Est-ce une stratégie envisagée aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'y oppose puisque les places sont vacantes et qu'on a proposé d'accueillir les SDF dans ces hôtels? Alors, c'est probablement une confusion là aussi dans la notion de contagiosité en sortie d'hôpital. Pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, nous avons, vous savez, au début de l'épidémie, surveillé de très près les patients qui étaient hospitalisés en France. Ils bénéficiaient d'une charge virale régulière. Et donc, on a bien démontré, et ça c'est important de le dire, que les personnes qui n'ont plus de symptômes, n'ont plus d'excrétion virale non plus. Et donc que leur charge virale, notamment dans les sécrétions respiratoires, sont négatives. Ça, c'est un point important, parce qu'aujourd'hui, personne ne sort avec 42 fièvres et en toussant de l'hôpital. C'est un message important. Donc, sur la partie hospitalière, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la contagiosité de quelqu'un qui a passé 8 jours en réanimation, puis 8 jours en réadaptation et qui rentre éventuellement chez lui. Par contre, je pense que William Dabe parlait de l'isolement des personnes malades contagieuses en ville. Et là, c'est encore plus compliqué, d'abord parce que ça voudrait dire qu'un père de famille ou qu'une mère de famille ou qu'une personne qui vit avec des personnes fragiles s'auto-isolerait hors du domicile, ce qui en soi n'est pas simple en termes d'organisation, mais surtout, cela voudrait dire qu'il n'a pas été contagieux dans les heures précédentes, alors qu'on sait aujourd'hui que, avant de consulter, avant d'avoir un test, il est très possible de contaminer des personnes, puisqu'on a cette partie de contagiosité décrite par des formes peu symptomatiques ou par des personnes avant l'apparition des symptômes. Donc aujourd'hui, on n'est pas sur ce type de démarche. Évidemment, si on devait ouvrir l'accès à des personnes contagieuses dans des conditions particulières, on le ferait, mais ce n'est pas aujourd'hui un besoin particulier. Où en est le pont aérien entre la Chine et la France pour les masques? À ce jour, combien précisément de masques sur le milliard commandé ont été réceptionnés? Alors, vous l'avez rappelé, les autorités françaises ont commandé des quantités très importantes de masques pour répondre aux besoins très importants des professionnels de santé, pour s'assurer que les professionnels de santé disposent de l'ensemble des moyens de protection nécessaires, en particulier les masques chirurgicaux et les masques P2 lorsqu'ils sont indiqués. Et donc ce pont aérien est évidemment fondamental, nous le suivons de très près. Nous avons déjà plus de 35 millions de masques qui ont été réceptionnés sur le territoire national. L'Islande montre qu'en connaissant la prévalence de l'épidémie, on lutte mieux. Hormis celle déjà mentionnée dans l'Oise et le Grand Est, une enquête de prévalence à plus large échelle est-elle envisagée par questionnaire éventuellement? Alors je pense que l'Islande travaille surtout sur l'incidence, plus que sur la détection rapide de tous les nouveaux cas. Ce que nous essayons évidemment aussi de faire. Les enquêtes de prévalence ont débuté dans de très nombreuses populations. Il y a des enquêtes sur les prélèvements sanguins. Il peut y avoir aussi des enquêtes de type INSEE. Tout est possible pour avoir une idée de la diffusion du virus, à la fois par les personnes qui disent avoir été malades, par les personnes qui sont passées par l'hôpital, par des personnes qui ont développé des anticorps, ou par des personnes qui rapportent avoir eu des symptômes et donc être probablement immunisé contre la maladie. Ça donne une idée, effectivement, de la circulation du virus dans différentes catégories de population ou au sein de différentes régions. Plusieurs questions pour Médicite. Selon une estimation, extrapolation du syndicat de médecins généralistes MG France, 1,6 million de Français pourraient avoir été contaminés par le Covid. Le ministère de la Santé sera-t-il bientôt en mesure de fournir des chiffres évaluant, extrapolant le nombre total de cas et décès, ou faudra-t-il, comme pour la grippe saisonnière, encore patienter des semaines, voire des mois pour avoir des données complètes? Non, nous avons déjà des estimations. Quand vous regardez le point épidémiologique de Santé publique France, il y a des extrapolations du nombre de cas. Il y aura aussi, par les enquêtes de séroprévalence, une confirmation
de la part de la population qui a été exposée au virus et donc qui est maintenant immunisée. Ça, ce seront des chiffres dont nous disposerons rapidement. Enfin, sur les décès, nous les donnons très régulièrement. Donc, nous avons déjà une estimation très précise de l'impact de cette épidémie meurtrière sur la mortalité en France, qu'elle soit nationale, régionale, départementale, hospitalière, en institution ou en ville, puisque la mortalité totale rapportée par l'INSEE, par l'état civil, correspond à l'addition des décès hospitaliers, des décès en institution et des décès survenus à domicile. L'essai clinique européen Discovery, qui a débuté le 22 mars et qui vise à tester notamment l'hydroxychloroquine dérivée de la chloroquine, devait fournir de premiers résultats 15 jours après son démarrage. Cette date de résultat a été décalée vraisemblablement à fin avril. Quand peut-on espérer de premières conclusions ? Vraisemblablement fin avril, comme vous l'avez dit, mais pas pour des raisons de décalage particulier. J'ai déjà expliqué comment ça fonctionnait. On inclut des patients. On ne peut pas donner le résultat du premier patient, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on ait quand même plusieurs dizaines, ou plutôt une bonne centaine de patients pour commencer à conclure. Quand ces 100 patients au moins sont arrivés au bout de 15 jours de traitement, on regarde l'évolution de ces 100 patients et on propose les résultats à un comité d'experts qui va juger si oui ou non on observe un impact des traitements proposés sur l'évolution des patients. Si l'impact est très mauvais, on peut arrêter un bras, c'est déjà arrivé. Ce n'est pas le cas de Discovery, mais ça pourrait arriver si un traitement était délétère, était négatif, était dangereux pour les patients. Inversement, on peut ne rien observer. C'est tout à fait possible au cours d'un bilan intermédiaire. Et puis, si par chance, on a un résultat favorable, évidemment, il sera immédiatement rendu public et on favorisera le traitement, la molécule qui sera considérée comme bénéfique pour les patients. Une question pour l'APM. À combien de décès supplémentaires correspondent les excès de mortalité observés depuis la mi-mars en France ? A-t-on une idée de la part attribuable au coronavirus ? Alors, vous savez qu'en France, les données de mortalité sont données très régulièrement par l'INSEE. Elles sont accessibles à l'ensemble de la population. Ce sont des données publiques. On peut retrouver toute la mortalité année après année, mois après mois et région par région. On peut même regarder la mortalité par département. En général, le mois de mars fluctue beaucoup pour des raisons effectivement aussi d'épidémie grippale. Et donc, si vous prenez les 10 dernières années, la mortalité en mars oscille entre 38 000 et 50 000 décès au cours du mois sur le territoire français. Donc, au mois de mars 2020, nous nous sommes retrouvés avec un mois de mars qui succédait à un hiver relativement calme, où il n'y a pas eu d'épidémie importante de grippe. Et donc, la mortalité était normale lors des 2 premières semaines de mars. Elle est devenue en excès anormale en semaine 12, puis avec un excès de plus en plus important en semaine 13 et finalement en semaine 14, où nous sommes maintenant en termes d'observation. Il y a un excès national de plus 40% sur cette semaine 14. Il y a un excès régional dans 10 régions et il y a un excès départemental, donc certains départements en excès important. Et donc on peut considérer que sur un mois où il y a à peu près 40 000 ou 45 000 décès, chaque semaine, c'est 10 000 décès qui sont observés en France. Donc l'excès de mortalité peut être calculé sur cette mortalité moyenne par semaine en France. Une question pour Hospimédia. Quelle est la situation actuellement dans les maisons d'accueil spécialisées et les foyers d'accueil médicalisés ? Alors c'est ce que nous observons aussi, c'est pourquoi nous observons tous les foyers de maladies et tous les décès survenus dans l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux. Il n'y a pas que les EHPAD, il y a tous les établissements. Et nous sommes très attentifs, premièrement, à leur donner l'accès aux moyens de protection, deuxièmement, à leur donner l'accès aux tests pour pouvoir effectivement rapidement tester soit le personnel, soit les résidents. Et puis nous observons effectivement la situation épidémiologique et les éventuels décès au sein de ces institutions. Une question pour RFI. À la suite de la publication de l'avis du Conseil scientifique sur la question de l'outre-mer, est-ce qu'une stratégie est en train d'être mise en place et prend en compte les recommandations du Conseil, en particulier pour Mayotte ? Oui, nous suivons de très près les recommandations du Conseil, mais aussi les demandes des autorités locales, des préfets, des agences régionales de santé qui connaissent parfaitement leur territoire. Il y a des spécificités que vous connaissez aussi outre-mer, parfois l'isolement, parfois des réponses sanitaires inférieures à celles que l'on observe en métropole. Il y a un exemple très concret que les Français peuvent connaître. Il est facile d'évacuer un patient par route ou par train en métropole. C'est évidemment beaucoup plus compliqué outre-mer. Et donc nous sommes attentifs à ces particularités, à ces spécificités ultramarines, et nous renforçons considérablement les moyens sanitaires de tous ces territoires. Plusieurs questions pour BFM TV sur les masques.
Où en est-on des livraisons de masques? Concernant les commandes réceptionnées de l'étranger, quel est le dispositif de vérification des normes et quelle est la proportion de masques qui n'étaient pas aux normes et ont été refusés? Alors, c'est les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc, nous avons ce pont aérien d'importation de masques qui est évidemment important et qui se passe bien. Donc, les autorités chinoises collaborent parfaitement avec les autorités françaises. Il n'y a pas de souci de qualité. La qualité est surveillée évidemment par les autorités chinoises, aussi par les autorités françaises, mais nous n'avons pas observé de défaut et nous avons déjà eu 35 millions de masques reçus sur le territoire. J'ajoute à ces masques toute la production nationale, puisque vous savez que plusieurs usines françaises tournent à plein régime pour produire aussi des masques chirurgicaux et FFP2. Et donc nous avons, par ces importations et par cette production nationale, désormais de plus en plus de masques à fournir à nos personnels soignants. Une question sur le remdesivir. Quel est l'état de l'approvisionnement pour les essais cliniques? Manque-t-il des médicaments? Non, parce que nous sommes dans le cadre d'un essai clinique, donc il y a un engagement du laboratoire qui fournit cette molécule à ce que cette molécule soit fournie à tous les patients qui sont inclus. Donc à ce jour, il n'y a pas de difficulté sur cette molécule dans le cadre d'un essai thérapeutique. C'était les dernières questions, je vous remercie. Merci beaucoup.